C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous retrouve sur Guyane la première et puis de mettre aussi en avant la production locale, revoir ce clip de Tedji, réécouter cette chanson, cette nouvelle version de La Vie d'en Bois, juste magnifique, et on salue nos artistes de Guyane qui font un travail formidable. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, soyez les bienvenus, on vous accueille avec grand plaisir. Un sujet, un thème qui va naturellement vous intéresser, je sais que vous êtes à l'écoute. Nous parlons ce matin du traitement des eaux usées, les mécanismes aussi bien pour les collectivités et pour les particuliers. Nos invités ce jour, Romain Salza, docteur en biochimie et microbiologie, c'est cela? C'est ça, bonjour. Bonjour et bienvenue. Éric Théolade, consultant d'entreprise aujourd'hui, vous êtes ingénieur territorial en chef, retraité durant de nombreuses années. Vous avez collaboré avec des collectivités en tant que directeur et directeur général des services techniques. Tout à fait. Donc un sujet que vous connaissez très bien. L'eau est essentielle à de nombreuses activités domestiques, industrielles, après usage. Cette eau contient de nombreux contaminants biologiques et chimiques. Comment se fait alors le traitement des eaux usées? Le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à composer le 31 90 00 pour poser toutes vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec justement les questions des auditeurs et mes questions, vous avez tenu ce week-end un stand durant les 2 jours du Salon des maires qui s'est déroulé les 19 et 20 septembre. Satisfait de vos échanges avec les visiteurs et collectivités, Romain Salza? Oui, totalement satisfait. Ouais. On sent que la problématique de l'eau, elle est globale et ça concerne tout le monde. Donc on a eu pas mal d'échanges sur le salon et on se rend vraiment compte que y a des choses à faire. Ouais. Et nous, on est là pour ça, quoi. Quelles ont été justement les questions, les interrogations des personnes qui se sont arrêtées pour discuter avec vous? On a eu pas mal de questions sur les procédés qu'on peut mettre en place, notamment pour traiter l'eau, donc éliminer les polluants dedans et surtout pour pouvoir la recycler et la réutiliser, ainsi que sur la partie, on va dire, repotabilisation ou sécurisation de l'eau potable directement sur site. Alors Éric Théolade, vous qui avez été aux affaires, notamment étant directeur et directeur général de services techniques ici en Guyane, cette problématique du traitement des eaux, vous la connaissez, voilà, vous la connaissez très bien. Alors aujourd'hui, comment les choses vont ici en Guyane? Alors les choses, elles avancent. Maintenant, il y a aussi des polluants qui arrive de plus en plus, et on sait très bien que la problématique de l'eau sera de plus en plus prégnante. Par moments trop d'eau, et d'autres moments pas assez d'eau. Donc justement, nous avons avec notre partenaire, donc Monsieur Salza, proposé des solutions qui permettent de traiter jusqu'à la réutilisation de l'eau. Ouais. Aussi bien pour les sites isolés que pour les communes où il y a de l'urbanisation un peu plus dense. Ouais. Et également dans le traitement des eaux, que ce soit des eaux brutes, des eaux noires, des eaux salées. Ouais. Donc c'est de l'eau de rivière, c'est de l'eau de bassin. Tout ça, nous avons aujourd'hui la possibilité de proposer des produits adaptés à notre pays. Et c'est ce qui est le plus important. Très bien. Cette eau traitée, comment elle est réinjectée, notamment dans le circuit? On va forcément en parler ce matin. Comment aujourd'hui, Romain Salza, se fait le traitement des eaux usées? Et puis, pour vous, quelle est votre définition des eaux usées en tant que biochimiste? Alors, les eaux usées, il y a plusieurs types d'eaux usées. Oui. On a les eaux grises, qui sont les eaux qui sont issues des douches, par exemple. On a les eaux noires, qui sont issues des WC. Mais après, on a aussi toutes les eaux industrielles, donc de n'importe quel processus. Dès qu'on va utiliser de l'eau qui est potable et qu'on va mettre quelque chose dedans, ça va être de l'eau usée qu'il va falloir traiter. Donc, et même l'eau de pluie, qui peut contenir des polluants, et notamment, on s'est aperçu qu'elle contenait des polluants chimiques, celle-là aussi, il va falloir la traiter. Mais comment vous l'expliquez justement? L'eau de pluie contient voilà. Il y a une étude qui vient de paraître là-dessus et qui montre avec stupeur qu'en fait, vu que les sols sont souvent contaminés avec des produits, des pesticides ou autres, avec l'évaporation, il n'y a pas que de l'eau qui s'évapore et qui monte dans les nuages, il y a aussi différents polluants et même des bactéries ou autres. Donc même l'eau de pluie, quand elle retombe, on ne peut pas juste la récupérer et l'utiliser directement. Il faut la sécuriser avec du traitement. Ça, d'accord. Vous déconseillez aujourd'hui à quelqu'un qui faisait la récupération de l'eau de pluie à la boire dans certaines communes de Guyane, et ça vous le savez, Éric Théolade, vous déconseillez fermement aux gens de consommer cette eau? Aujourd'hui, on propose de traiter. Ouais. D'abord le traiter. De la traiter pour pouvoir... Alors, sauf ils peuvent faire une réutilisation pour arroser, pour laver. Par contre, en termes de consommation, mieux vaut la traiter. Mais vous le savez bien, auparavant, voilà, il y a l'eau qui découlait en été, on prenait l'eau et on buvait cette eau. Avec la différence, c'est que de plus en plus, vous avez des avions et je pense que le vent ne connaît pas les barrières géographiques.
Donc effectivement, les rosées des vents, tout amène ces polluants qui retombent naturellement avec la pluie. Mais quel type de polluants peut-on trouver justement dans l'eau de pluie ? Alors dans l'eau de pluie, on peut trouver des polluants chimiques, des perturbateurs endocriniens, des PFAS, donc ces polluants éternels qui sont assez difficiles à dégrader. On peut retrouver aussi des bactéries dedans qui s'envolent. Donc on a à la fois des polluants biologiques et chimiques. Donc pour ça, nous on propose du traitement qui est ciblé et qui permet en fait de sécuriser l'eau. Le principe, quand on a de l'eau de pluie, ou même de l'eau potable d'ailleurs, c'est de la sécuriser pour être sûr que les populations ne tombent pas malades. En fait. En petite quantité, je veux bien vous croire, c'est possible, mais en grande quantité, une grande quantité d'eau, elle peut être traitée et réutilisée ? Oui, on peut traiter, alors nous, l'eau, on peut traiter de une personne sur site, on peut traiter, recycler, réutiliser son eau, mais on peut aller jusqu'à 100 000 personnes, ou même plus, où on peut pareil tout traiter et recycler. Ce qui compte avec les polluants, c'est pas forcément qu'il y en a très peu dans de l'eau, c'est qu'ils vont s'accumuler. Et si vous prenez de l'eau et que vous consommez de l'eau où il y a un peu de polluants dedans, vous allez les accumuler au fur et à mesure de votre corps, en bioaccumulation. Donc il vaut mieux les retenir avant parce que c'est l'augmentation des doses qui peut être dangereuse. D'accord. De quel type de traitement parlez-vous concrètement aujourd'hui ? Alors, au niveau du traitement, on propose un large éventail. On a du traitement biologique. Donc, c'est les bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux qu'on va multiplier pour dégrader les polluants biologiques. Et après, on a du traitement spécial avancé. On a par exemple de l'absorption avec du charbon actif. On a de rayonnement UV. On a de l'oxydation avancée avec de l'ozone. Et en combinant ces différents traitements, on arrive à cibler les polluants et à tous les éliminer. Carrément ? Oui, 100%. Vous êtes sûr de toi ? De vous, pardon. Oui. D'accord, mais écoutez, on a même notre process de réutilisation de l'eau. On a été le premier au monde à avoir une certification sanitaire. D'accord. Donc ça veut dire qu'on élimine tout dans l'eau. Alors, on va revenir un petit peu sur cette problématique que rencontrent notamment les communes de l'intérieur. Vous savez que nos eaux sont polluées avec des choses que l'on connaît, mais ça fait de nombreuses années. Aujourd'hui, cette solution de récupération, notamment de l'eau de pluie en grande quantité, est-ce qu'il y a un traitement spécifique qui pourrait aider les gens de la vallée du Maroni, notamment ? Est-ce que vous avez pris l'information ? Oui. Et on développe, comme je dis, on développe des chaînes de traitement qui sont sur mesure, donc adaptées au territoire, adaptées à la climatologie et adaptées à la source d'eau locale. Donc c'est-à-dire qu'on fait une étude et après on assemble nos solutions. Et typiquement c'est le type d'eau qu'on est capable de traiter sans problème. On est capable de prendre de l'eau de fleuves, de rivières et de la rendre potable sur site. De l'eau de pluie aussi, de la même manière. Et aussi, quand on est sur site et qu'on produit de l'eau, on va produire des eaux usées. Et donc l'important, c'est aussi au même endroit d'avoir une unité de traitement des eaux usées avec recyclage ou avec un rejet pur dans la nature. Toutes les fois, nous avons eu à parler justement du traitement des eaux usées. Nous avons fait appel à la CACL, qui est en charge justement de cette partie, en tout cas pour les communes, les 6 communes qui composent la CACL, avec un schéma d'assainissement des eaux usées. Est-ce que vous avez pris leur attache, Éric Théolade ? Est-ce que vous êtes en contact avec eux et que vous travaillez dans le même sens ? Tout à fait, ils sont incontournables. Oui. Bien entendu, c'est l'un des principaux partenaires que nous essayons de convaincre aussi, parce que dans l'affaire, toi-même vous-même vous avez dit que il y a la sensibilité, il y a la crainte. Justement, notre but, c'est de pouvoir soulever et aplanir tout cela. Parce que nous avons des dispositifs par moments simples en exécution, parce qu'il y a aussi la problématique de l'énergie ici en Guyane. Donc ce sont des dispositifs simples et qui fonctionnent, et qui sont éprouvés. Monsieur Sazla va aussi l'expliquer. On équipe aussi des bateaux. Donc ça veut dire dans des conditions très difficiles, salins. Ils ont des équipements dans le monde entier, sur toute latitude. Donc vous avez toutes sortes de degrés. Vous passez de -40 à +40, et pareil en hygrométrie. Donc les projets et les solutions apportées seront analysés en fonction de la problématique particulière. Et compte tenu du climat. Il y a une organisation justement particulière par rapport aux collectifs et aux non-collectifs ? Oui. On n'a pas les mêmes produits adaptés aux collectifs et aux non-collectifs. Il y a des problématiques de chaque côté sur lesquelles on est capable de répondre. Nous, peu importe que ce soit collectif ou non-collectif, on est capable de répondre à ces différentes problématiques. Alors, justement, en zone d'assainissement non collectif, que doit faire obligatoirement un propriétaire d'un logement s'il a envie, effectivement, de traiter
cette eau usée? Alors déjà de base, c'est obligatoire de traiter ces eaux usées quand on est en assainissement non collectif. On ne peut pas faire de rejet d'eau usée dans la nature sans traitement. Actuellement, il y a souvent des fosses qui sont installées. On les convertit parfois avec des microstations. La problématique souvent, c'est que c'est des microstations qui viennent de métropole et qui ont été conçues pour un climat froid et avec des petits aérateurs qui ne sont pas adaptés. Ouais. Nous, on conçoit des solutions qui sont tropicalisées et on permet donc soit de faire une nouvelle installation sur site, soit on est capable de convertir une fosse existante qui a peut-être 10, 20, 30 ans en microstation performante, donc soit pour faire un rejet propre, soit pour recycler l'eau directement sur place. Et tout ça vraiment adapté à l'hygrométrie et à la chaleur qui fait ici. Est-ce que les microstations sont adaptées justement par rapport à cette population croissante que nous avons ici en Guyane? Tout dépend de la technologie qu'il y a dans les microstations. Nous, ce qu'on propose avec l'ajout, c'est les bactéries naturelles qui vont se développer et qui vont dégrader les polluants. Donc, c'est adapté localement. Il y a certaines technologies de filtres ou autres qui, avec le temps, en fait, se retrouvent colmatées. Ouais. Et des fois, il y a des systèmes qui sont vendus et au bout de quelques années, ça ne marche plus. 31 90 00. Si vous souhaitez bien sûr réagir, poser une question à nos deux invités, n'hésitez surtout pas à le faire. Alors justement, quelques personnes ici en Guyane ont des citernes de récupération d'eau usée ou d'eau de pluie, surtout d'eau de pluie, avec un traitement, avec du charbon et autres matériels adaptés, dit-on. Est-ce qu'aujourd'hui, et par rapport à ce que vous me dites là aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir peut-être mettre de côté tous ces systèmes qui existent et qui ont existé depuis de nombreuses années? Alors, mettre de côté, pas forcément, mais regarder la qualité du matériel installé et si c'est adapté. Pas plus tard qu'hier... Parce qu'on en fait même une consommation tous les jours de cette eau. Pas plus tard qu'hier, on était chez un agriculteur qui nous expliquait qu'il avait installé un filtre et au bout de quelques jours, son filtre transparent, il était devenu vert. Parce qu'en fait, les filtres qu'il a achetés ne sont pas adaptés justement à la lumière et ce qu'il a installé dedans en termes de matériaux, c'était insuffisant en termes de capacité de filtration. Donc nous, on reprend vraiment tout ça pour adapter le volume de filtration. Souvent, ce que j'ai remarqué chez les particuliers, c'est que les systèmes de filtration sont trop petits. Ils prennent le moins cher et trop petit, et du coup, en fait, une fois qu'ils sont installés, ils ne marchent pas comme ils devraient. Donc, il faut vraiment revoir le dimensionnement de ces systèmes et mettre, quand on met du charbon actif, par exemple, en mettre de bonne qualité. Ouais. C'est tout le système qu'il faut revoir, alors, parce que quand on fait la démarche de vouloir acheter une citerne, parce que on a ce problème, justement, d'arriver d'eau potable à la maison, quand on fait la démarche d'aller dans un commerce et de l'acheter, l'explication n'est parfois pas la bonne, et c'est plus vendre pour vendre, Eric Théolade. C'est-à-dire qu'ils vendent un produit. Ils vendent un produit. Alors que nous, on parle de la qualité de l'eau. Donc c'est pas pareil. Ils vendent un produit de stockage d'eau. Alors que nous, on parle de qualité d'eau à terme de réutilisation, qu'elle soit à la consommation, mais aussi pour faire fonctionner la machine. Parce qu'en fin de compte, quand on parle de réutilisation, c'est pas obligatoirement une réutilisation humaine. Mais c'est aussi une réutilisation, ça peut être pour du lavage, mais ça peut être aussi des éléments qui permettent d'alimenter même la machine, qui fait que ça diminue votre consommation d'eau. Il y a cette donc quelque part vous nous parlez là peut-être du gaspillage que l'on fait de matière précieuse qu'est l'eau. Voilà. Parce que cette eau-là peut être récupérée et réutilisée. Voilà. Ah d'accord, très bien. Écoutez, il y a Marie qui souhaite poser une question et intervenir. Bonjour Marie. Marie? Elle est avec nous normalement. Elle est là. Marie, bonjour. Si vous nous entendez, Marie, on veut vous entendre, nous. Non. Mais écoutez, récupérez Marie et vous me dites et on va pouvoir lui permettre dans un instant, effectivement, d'intervenir. Les eaux usées domestiques contiennent de nombreuses matières, substances, de déchets, des graisses et autres. En matière de réglementation, est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? Ce qui a changé, on va dire, c'est le niveau de qualité de rejet. On est quand même assujetti à un certain niveau de qualité qu'il faut arriver à atteindre. C'est une des problématiques, notamment en assainissement non collectif. Et ce qui change, c'est la composition effectivement des eaux usées aussi, parce qu'à l'intérieur, on a de plus en plus de médicaments, par rapport à la nourriture aussi qu'on mange, qui est plus ultra transformée, on a des conservateurs, des polluants. Donc les polluants même contenus dans l'eau sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans ou 100 ans, où c'était au final plus facile de traiter l'eau avant que maintenant. Alors on m'a dit qu'il y a JB qui est là, qui remplace Marie. Allez, on va essayer d'entendre JB. JB, bonjour. Jean-Bernard, c'est ça? Bonjour Jean-Bernard.
Bon, on a un petit souci apparemment avec notre standard ce matin. Écoutez, réparez le tout et vous me faites-moi un petit message pour que je puisse tenter d'accueillir tous ces auditeurs et qui souhaitent effectivement intervenir s'agissant de ce circuit d'alimentation du réseau d'eau après que l'eau ait été traitée. Il peut être réinjecté, mais de quelle manière dans le circuit ? Comment faire ? Parce que cette eau qui est traitée, il faut savoir, pour pouvoir la stocker. Oui, totalement. Donc l'eau, en fait, on va la récupérer une fois que le système a traité et filtré. On va la récupérer dans une cuve où l'eau propre sera à l'intérieur. Et de cette cuve d'eau propre, on va mettre une pompe de surpression, tout simplement, qui va permettre donc d'aspirer cette eau traitée. On va la repasser au dernier moment dans de la filtration instantanée pour vraiment qu'elle soit sécurisée au moment où on va l'utiliser. Et c'est aussi simple que ça, notre chaîne de traitement. Le but, c'est d'avoir des composants qui sont simples et que, du coup, il y a peu de maintenance dessus. Alors, il y a Justine qui nous a envoyé une question. Quand on a une fosse septique de plus de 20 ans, comment cela se déroule ? Voilà. Alors, pour une fosse septique de plus de 20 ans, on peut la convertir en microstation. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'étanchéité de la fosse. Il faut qu'elle soit étanche. Si ce n'est pas le cas, elle peut être réétanchée à l'intérieur. Et nous, on va venir par le trou d'homme de la fosse, on va intégrer à l'intérieur un système de traitement qu'on va déployer en une demi-journée. Et en gros, on va convertir cette fosse septique en système de traitement ultra performant, jusqu'à même pouvoir recycler et réutiliser l'eau derrière. Bien sûr, on va se baser sur les consommations d'eau pour avoir le modèle adapté dans notre gamme de produits. Alors, on nous envoie les questions par WhatsApp. Alors peut-on avoir les coordonnées des personnes sur le plateau ? J'ai une microstation qui a 15 ans. Je suis obligé de passer à tout à l'égout si la CACL le demande. Alors, une question peut-être pour vous, Eric Théolade. Non, mais bien entendu, pour nous contacter, c'est facile. C'est solutiscenter.fr. Nous avons un site. Les gens nous posent toutes les questions et on y répondra parce que nous intervenons en termes d'environnement. Aujourd'hui, on parle de l'eau, mais aussi au niveau des déchets et de l'aménagement du territoire. Nous avons d'autres capacités en termes d'aménagement. Dites-moi, il y a un secteur en Guyane qui souffre actuellement, c'est le secteur de l'agriculture, où l'on cherche des meilleures solutions pour avoir de l'eau en permanence pour les plantations. Est-ce que vous avez eu un échange avec justement le président de la Chambre d'agriculture de la Guyane, par exemple, Monsieur Tarsi, avec d'autres agriculteurs que vous êtes allés voir sur leur site, non ? Non, mais nous sommes en train d'ouvrir le champ de tous nos partenaires. Et c'était l'occasion que M. Salza puisse venir au salon pour commencer à les rencontrer. Il est arrivé pour une fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Donc, expliquer un petit peu, pour expliquer au fur et à mesure, en termes d'implantation, nous, ce que l'on veut démontrer, c'est qu'il y a des possibilités en Guyane de trouver des dispositifs permettant d'avoir une eau de meilleure qualité. Voilà, on me confirme que Marie est de retour. Est-ce qu'on va pouvoir l'entendre maintenant ? Bonjour Marie. Marie. Allô ? Oui, bonjour. Alors, c'est Marie ou JB ? JB. Alors, JB, on vous écoute, allez-y, bonjour. Bonjour Tano, bonjour l'équipe. Voilà. Je vous appelle, c'est au sujet du problème des eaux de Canal Lossa. Quand est-ce que ça va être résolu, ce problème-là ? Alors, il n'est plus vraiment en collectivité, Monsieur Théolade, peut-être qu'il va pouvoir nous éclairer. C'était un projet, vous avez entendu parler de ce projet-là ? Il va nous expliquer ce problème-là, parce que c'est une vraie calamité, ce canal-là. D'accord ? D'accord. Merci, JB. Bonne journée à vous. Ouais, merci beaucoup. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le canal Lossa, depuis plusieurs années, recueille l'ensemble des eaux, y compris des eaux usées. Ouais. La CACL, dans sa programmation, est dans la séparation des réseaux. Donc, de façon à séparer l'eau pluviale de l'eau usée. Cependant, c'est une tâche quand même assez immense parce que c'est l'ensemble de la ville de Cayenne qui se déverse dans ce canal. Maintenant, c'est de la compétence de la CACL et s'il veut un résultat, je l'invite à se rapprocher de la CACL. Maintenant, la ville de Cayenne, au niveau du canal Lossa, s'était focalisée sur les aménagements des berges de façon à les rendre un peu plus accueillantes et surtout augmenter la capacité du canal parce que avant 1992, il y avait au moins 6 périodes d'inondation de la place du Coq. Vous avez remarqué que maintenant, c'est beaucoup moins parce que le fait d'avoir mis les pales planches, on a augmenté la capacité de stockage du canal. Ouais. Avant, dans toutes les communes, il y avait le tout à l'égout. Voilà, c'était comme ça auparavant. Ça a changé aujourd'hui. Ben non, le tout à l'égout, c'est l'assainissement collectif. Voilà. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, le tout à l'égout.
Avant, vous aviez des chicanes qui permettaient de bloquer Aujourd'hui, tout à l'égout, ça veut dire que tout y va. Tout y va. Et justement, dans ce que l'on propose... On y arrive. Justement, ce que nous, on propose, c'est dans l'adaptation des fosses septiques, c'est de pouvoir capter toutes ces matières qu'elles ne puissent pas aller dans le tout à l'égout, qu'on ne puisse pas retrouver des serviettes hygiéniques, voilà, et même des pantalons ou des brosses que l'on retrouvait, que la CACL retrouve dans son réseau. Le but de ce que l'on propose aussi, c'est de pouvoir bloquer cela au niveau du particulier, qui puisse entretenir et qu'il a une bonne qualité. Et juste dire que nous sommes les premiers responsables de cette situation. Voilà. Et il faut savoir qu'en bout de chaîne, il y a une station d'épuration. Plus elle a de l'eau moins polluée, mieux elle fonctionne. Ouais. Voilà. Vous êtes d'accord? Vous partagez? Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que ce qui est magique avec le tout à l'égout, c'est qu'en gros, on a un tuyau, un trou, et puis quel que soit ce qu'on met dedans, ça part, on ne sait pas où. Ouais. Les gens ne se rendent pas forcément compte que des fois, quand on jette des matières qui ne sont pas biodégradables, ça vient boucher les lingettes ou autres. Et là, c'est vrai qu'on propose d'équiper avec du relevage, par exemple, pour convertir des fosses septiques aux endroits où ils sont obligés de se relier au tout à l'égout, mais de manière à retenir les macro-déchets dedans, et que les gens prennent conscience, en fait, qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dedans. Et après, on propose aussi de augmenter les performances de ce traitement des stations d'épuration aussi, pour arriver avec une station qui a une certaine emprise au sol, à doubler sa capacité de traitement pour aussi améliorer la qualité des rejets. Alors, vous proposez actuellement effectivement des solutions ultra performantes, innovantes aussi, mais qu'est-ce qui pourrait me laisser penser que ces solutions sont viables et permettent vraiment aux gens une consommation de l'eau traitée? Alors, ce qui peut vous laisser penser, c'est que nous, on est présents dans 90 pays. Oui. On a à peu près 100 000 installations sur la planète. On a des retours d'expérience de partout, comme on dit, de Dubaï à la Sibérie, de plus 45 degrés à moins 35. Et on a des certifications. Tous les systèmes qu'on conçoit sont certifiés et prouvés par des autorités indépendantes. On fait des tests, des analyses, et du coup, quand on conçoit quelque chose et qu'on le commercialise, on est confiant dans le produit. C'est vraiment éprouvé sur le terrain par les personnes. Donc ça permet d'avoir un gage de qualité. On n'est pas là, nous, pour vendre des produits, on est là pour apporter des solutions aux gens. À grande échelle, effectivement, pour les entreprises, pour les collectivités, mais pour le particulier, il y a une prise en charge aussi que vous proposez? Alors, en prise en charge, nous avons des solutions. Des solutions, de l'isoler. Oui. Nous, on peut intervenir en site isolé sur un particulier. On a une solution de numéro 1 jusqu'à, comme il vient de dire, jusqu'à 100 000 habitants. Donc, il y a quand même une inquiétude aujourd'hui, et c'est vrai quand on parle de l'eau, alors on pense qu'effectivement, très souvent on pense que l'eau est inépuisable, mais parfois vous avez vécu aussi, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas moyen de circuler, notamment dans nos rivières, sur nos fleuves, mais il y a effectivement une prise de conscience par rapport à son utilisation et à sa préservation aussi. Notre approche n'est pas simplement sur l'eau usée et son traitement. Mais si, par exemple, sur la parcelle, si vous avez aussi des rétentions d'eau, donc notre analyse fait tout ça, où on peut coupler l'eau pluviale aux eaux grises de façon à améliorer l'ensemble et de pouvoir la réutiliser. C'est une vision globale d'aménagement. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'aménagement, parce qu'on ne pense pas simplement à la qualité de l'eau, mais comment on traite. Donc ça travaille aussi sur l'inondation éventuelle et sur la qualité de l'eau et sur sa quantité. Alors il y a la débrouillardise, on a parlé tout à l'heure, on a survolé pour les agriculteurs qui essaient de trouver effectivement des solutions en faisant des puits, en faisant autre chose pour pouvoir irriguer leurs plantes. Voilà. Ce sont des solutions. Ce sont des solutions. Mais cette eau doit être aussi traitée parce que en utilisant une eau qui est non traitée, ça peut effectivement avoir des conséquences. La pollution des sols, tout ce que l'on sème, effectivement, ce qu'il y a, c'est que tout ça est très bien. Maintenant, c'est quelle est la qualité de cette eau? Et nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir la traiter de façon à avoir une eau qui ne pollue pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais l'eau qui va dans la nature, on ne sait pas quels effets. Alors, je prendrai l'exemple du mercure pour les paillages, tous ces trucs-là. Voilà. Bon, eux, on se fixe sur eux, mais il y a moult choses qui existent aujourd'hui, même dans son propre jardin, on verse de l'huile, je dis n'importe quoi.
ben voilà, ça contamine. Et notre vision, nous, c'est justement de prendre la globalité de façon à améliorer même l'eau qui va être dans l'environnement. Mais elle sera de meilleure qualité. Voilà, mais de ce traitement justement des eaux usées jusqu'à sa réutilisation, est-ce qu'il y a une batterie de tests après qui est effectuée? Vous, en tant que biochimiste, vous vérifiez la qualité? Oui, c'est bien sûr. Il y a plusieurs choses. C'est que le système en lui-même, on a des capteurs dessus qui permettent de s'assurer de la qualité de l'eau. On a un système de capteurs multiparamètres qui permet de s'assurer déjà de base de la qualité de l'eau. Et ensuite, alors quand on veut recycler et réutiliser l'eau, on demande de faire des analyses. Au moins une analyse par an. Et toutes les personnes qui nous contactent, à chaque fois, on est allé voir des agriculteurs, on leur a dit « Donnez-nous une analyse d'eau parce que on ne peut travailler que comme ça. On ne peut pas vendre un filtre en disant que c'est magique et universel. Il faut avoir l'analyse de la qualité avant, savoir où on veut aller en termes d'élimination de polluants, et c'est comme ça qu'on construit quelque chose qui marche. » Mathieu souhaite intervenir. Bonjour Mathieu, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, alors, vous parlez d'environnement, de pollution et autres. Est-ce que toutes les enseignes ont tenu à respecter justement tout cela? Est-ce que toutes les enseignes sont tenues à respecter les règles en matière de traitement d'eau? Oui. Des eaux usées? Oui. C'est ça la question, Mathieu? C'est ça. Oui. C'est-à-dire les spots commerciaux, les magasins, tout ça. Oui, tout le monde est censé. Merci de la question, Mathieu. Tout le monde est censé respecter les particuliers, les industriels, les commerçants. Tous les rejets doivent être faits et doivent être traités. Il y a même les industriels sont soumis ICPE, donc ils sont classés pour l'environnement. Et donc ils ont des contrôles plus approfondis. Ils doivent même avoir des stations d'épuration sur site en pré-traitement avant de rejeter dans les réseaux. Donc ça, effectivement, tout le monde doit faire cet effort et certains sont contrôlés d'ailleurs. Karine qui vous demande, j'ai eu à acheter un appareil où on me dit que l'eau est traitée à 100%, mais je me rends bien compte que cette eau n'est pas si dépolluée que cela. Est-ce que vous déconseillez aux personnes, parce que c'est vrai qu'il y a la pub un peu partout, en prenant tel filtre, on peut avoir une eau traitée, en tout cas une eau mieux pour la santé. C'est vrai ou pas? Ça dépend des équipements. Il y a beaucoup d'équipements où en fait ils vendent des gadgets, et surtout ce qu'il faut bien regarder, c'est que souvent quand ils proposent de traiter à 100%, les tests de base sont déjà faits sur de l'eau potable. Donc c'est du traitement supplémentaire d'eau qu'on pourrait déjà consommer. Et souvent l'astuce du marketing, il est là-dessus. Oui. Et c'est pour ça que je dis que nous on vend pas des produits, on les adapte. Un filtre qu'on achète dans le commerce juste comme ça pour l'installer, il y a une chance sur deux que ça marche pas parce que ça sera pas forcément adapté à chez nous. On a peut-être trop de sédiments, donc le filtre il va se colmater. On a des polluants qui seront pas traités parce qu'on les a pas identifiés avant. Donc le mieux c'est vraiment de faire une étude personnelle, d'analyser l'eau et de contacter des spécialistes de l'eau, pas forcément des gens qui vont juste vendre des équipements pour vendre, parce que l'eau c'est quand même le première étape au niveau de la santé. La santé, tout à fait. C'est le plus important, on en boit toute la journée. Donc, Romain Salza est avec nous, biochimiste, avec lui aussi Éric Théolade, consultant, mais qui a longtemps été directeur, notamment des services techniques dans notre département. Il y a Josiane qui souhaite intervenir, elle a sûrement une question pour nous. Bonjour Josiane. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question parce que moi j'ai un souci. Je ne sais pas si vos invités peuvent me répondre. Allez-y, Josiane. Allez-y. Alors voilà, l'eau du robinet coule, elle est marron chez nous, à Stoupan, j'habite à Matoury. Et le monsieur qui entretient la piscine, il ne comprenait pas. Il a fait analyser l'eau et le pH est à 8,5. Il me demande est-ce normal. J'ai essayé de rencontrer la SGDE, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pourriez me donner une réponse? Le chimiste. Alors non, c'est pas normal, surtout si c'est de l'eau du réseau. Alors ça arrive des fois que l'eau du réseau devienne marron parce qu'en fait il y a des fuites à cause des performances du réseau. Hein. C'est le problème d'entretien, des fois c'est compliqué. Le pH 8, pareil, c'est pas normal. Normalement, l'eau est pas censée être basique, elle est censée être à pH 7. Et donc là, le mieux, c'est vraiment de prévoir une chaîne de traitement pour éliminer ce qu'il y a dedans, parce que on peut pas consommer de l'eau. Techniquement, elle est plus potable à ce niveau-là, en fait. L'eau qui est servie au robinet, je vous déconseille de la consommer. Ah ouais. Voilà, vous avez la réponse, Josiane? Donc, merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, merci. Donc, je dois me retourner vers la SGDE parce que c'est quand même le réseau.
EGD ou CACL, non? Ben, ça dépend dans quelle commune elle est. Et la Matoury. Ben, oui. À Matoury. À Matoury. C'est la CACL, le propriétaire du réseau, et le gestionnaire, c'est la SGDE. Très bien, merci. Vous vous rapprochez de Monsieur Lubin à la CACL, voilà, qui est en charge de ce problème-là, et que nous saluons. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Alors, pour résumer, il y a nécessité de mieux adapter nos usages quotidiens de l'eau, car cette ressource n'est pas inépuisable, mais surtout il y a des solutions que vous proposez, en tout cas que vous êtes prêt à proposer à la population, aussi bien pour les collectivités, les municipalités, mais aussi pour les particuliers. Pour les particuliers et jusque dans les communes de l'intérieur. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on parle aussi, on peut produire l'eau aussi. Ouais. Donc créer une unité de production à partir de l'eau de rivière et produire de l'eau potable. Donc ça, c'est très intéressant pour les sites occupés. On peut aussi produire de l'eau potable ou de réutilisation à partir d'eau de mer. Moi, je pense aux îles du Salut. Oui. Ouais, toutes les problématiques que nous avons vous voulez localement... dire que le problème qu'il y a eu aux îles du Salut dernièrement, parce que l'hôtel a fermé, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, vous aurez pu régler ce problème-là? Nous, on a les... On a vous appeler, Eric Théola. on a ce qu'il faut aujourd'hui. Oui. Oui, on l'a même déjà fait sur, par exemple, Ibiza, où il y avait des problématiques d'eau, oui. Où on a fait du traitement, du recyclage et de la réutilisation pour des hôtels. Et on peut même faire du traitement à bord des bateaux. Quand on a du transport fluvial qu'on veut mettre en place, oui. Ou des ferries ou des barges, et qu'à bord, du coup, vu qu'on transporte des personnes, il y a des WC, souvent, soit il y a une cuve de rétention d'eau, soit ça part direct dans les cours d'eau. Nous, on est capable d'adapter du traitement à bord pour être sûr de ne pas polluer les cours d'eau. Et donc, on est vraiment capable d'être installé de partout. Alors, il y a Roberto qui nous dit, il m'a écrit en créole, hein, comme moi pas gain de l'eau en mon case, moi mettez de l'eau en un bidon et moi déposer une moustiquaire en l'aile pour en rien pas tomber. Est-ce qu'il moi pouvait boire ça de l'eau? Eric Théola, vous pouvez répondre à Roberto. À de l'eau la pluie. Hein. À de l'eau la pluie, oui. Donc, tout ce qu'on vient de dire sur l'eau de pluie, ben, il y est confronté. Voilà. Donc, il faut traiter cette eau avant. La moustiquaire, c'est les grosses particules que ça freine, mais ça freine pas les micro-particules, ni ce qu'il y a dans l'eau même. Voilà. Ce qui est tombé, justement. Ce qui est tombé. Voilà, oui. Parce que bien souvent, on récolte ça d'une gouttière, qui, au fil du temps, ben, fait un peu de mousse et cela, ce sont des polluants complémentaires. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on revient un petit peu aux personnes qui, dans les communes, ont des citernes. Hein. Tout à l'heure, on en a parlé, il y a cette récupération. La citerne, c'est très bien, mais c'est qu'après, il faut le traiter. Il faut traiter à nouveau, malgré le fait qu'on ait dit que dans cette citerne, il y a de quoi traiter l'eau. Non. La citerne normale que les habitants prennent pour récolter l'eau de pluie, cette eau-là, nous, ce qu'on dit, qu'il faut légèrement la traiter. Quand je dis légèrement, par des dispositifs assez simples. C'est ça. Okay, il faut pas imaginer, quand on parle de traitement, faut pas toujours imaginer une grosse machine, Non, on essaye d'avoir un dispositif simple, adapté, notamment à la problématique de la maintenance, parce qu'on sait très bien qu'ici, la maintenance est assez aléatoire. Donc, les systèmes que l'on propose, ce sont des systèmes robustes et qui nécessitent un minimum d'entretien parce qu'ils ont moins de mécanismes, moins d'éléments mécaniques. Joseph, pardon. Bonjour Joseph, c'est vous. Allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, moi, là, qu'à côté, il a bien défendu le dossier, il a raison. Il peut faire de l'eau salée, venue potable. Il a raison d'y rendre de l'eau potable parce qu'en ce moment, le robinet n'est pas bon même. Parce qu'à la base, déjà, là, tu as passé en l'épaule à côté, côté Kassotia, tu as ouais, qui de l'eau rouge. C'est qu'il y a qu'à pomper là, au tête crica, la rivière. Voilà. L'eau a pollué. Et au-delà, par rapport à l'agriculture qui est un peu plus qu'ailleurs, effectivement, il ne faut pas faire pire n'importe côté. Surtout, il y a qu'à servir des produits, hein, qu'à laver la terre, qu'à rentrer en bas, qu'à aller en source, qui peut rendre nous malades. Mais, côté les dit, mais quand même, nous avons des côtés en Guyane, l'eau a pas besoin de traiter, parce que là, nous avons proposé ici, il n'y a pas géré. Allez faire une tour à co, et puis boire de l'eau, quoi. Il y a de l'eau qui est surnaturelle, qui pure, qui bon. Alors, moi, dire de l'eau comme ça, est-ce qu'il faut traiter à des mots questions? Ok. Merci Joseph pour tes questions. Avant de répondre à Joseph, je voudrais vous présenter Kel qui va nous rejoindre parce que Kel dans quelques instants, elle sera là avec ses invités pour son émission. Kel qui était de l'autre côté et qui a écouté vos propos. Dans quelques instants, elle aura une petite question pour vous, je suis pratiquement sûr. Bonjour Kel, comment ça va? Bonjour Tano. Ça va bien?
Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Voilà. Allez, Monsieur Théolade, répondez à Joseph. Sa question, c'était... C'était sur l'eau de co. Il a parlé de l'eau de co. Alors, Joseph. Non. Monsieur Salza a bien expliqué. Préalablement, on ne sait pas, de but en blanc, savoir si bon ou pas bon. Nous, il nous faut des analyses. Donc, à partir du moment où on va prendre l'eau de co, on va l'analyser. Si elle est parfaite, mais aucun problème, on la boit. Ouais. Maintenant, si elle n'est pas parfaite, on a les moyens de la rendre potable. Parce que vous savez, et ça, vous êtes du pays, que parfois, quand on part à la chasse notamment, il y a des petits cours d'eau, il y a des petits ruisseaux, on y va et on boit cette eau. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir comme ça. Alors, il y a aussi, on va en forêt, on boit l'eau, on la boit une fois. Une fois, oui. Qui n'est pas la même chose que ce que l'on boit quotidiennement, où on accumule tous les polluants dans le corps. Est-ce que votre eau à la maison est traitée, qu'elle, ou pas du tout? Elle l'est. Elle est, d'accord. Oui, elle l'est parce qu'on est sensibilisé à ça, donc on essaye de pallier au mieux, et puis ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes à la maison. Très bien, vous avez écouté un petit peu les propos de nos deux invités, il y a une question à poser, ça va, vous avez été éclairé? J'ai été très éclairée, merci beaucoup pour les informations transmises, et puis j'aurais voulu savoir quels sont les dispositifs d'orientation pour les plus jeunes par rapport aux formations. Est-ce qu'il y a des filières qui vont être ouvertes dans les lycées prochainement? Par exemple, ça peut être sympa ça aussi, mais oui. Oui, c'est toute une démarche à mener. Déjà, on essaye de convaincre. Ouais. On va auprès des collectivités, des décideurs, des prescripteurs, parce qu'il y a aussi les prescripteurs, donc ce sont les maîtres d'œuvre, les architectes. Et tout ça, effectivement, à partir du moment où la sauce sera bien prise, effectivement, on pourra mettre en place tout un dispositif de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que l'on propose a un accompagnement, d'accord, par la société, et aussi une formation interne, puisqu'en fin de compte, c'est un partenariat. Un partenariat. Pauline qui nous demande si, en tant que particulier, je souhaite bénéficier et profiter du savoir-faire de ces messieurs, comment faut-il s'y prendre? Elle va sur le site solutiscenter.fr, elle pose sa question et on lui répondra. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Romain Salza, quelque chose à rajouter ou ça va pour vous? Vous avez tout dit? Je dirais qu'effectivement, par rapport à la question, plus les personnes jeunes sont formées, mais à l'écologie en général et aux ressources en eau, mieux c'est. Souvent intervenir dans les écoles depuis tout petit, je le vois avec mes enfants, dès la maternelle et en primaire, et leur expliquer l'eau, leur expliquer autour d'eux les ressources, ce qui se passe. C'est bien de les sensibiliser parce qu'après, en grandissant, en fait, ils vont adopter les bons réflexes. Et c'est les futures générations, il faut que ce soit automatique. Rien que de recycler l'eau, par exemple, pour eux, ça doit être quelque chose qui doit devenir normal. Ils ne doivent même pas se poser la question. Donc, il faut former dès le plus jeune âge tout le monde. Former pour demain. Merci beaucoup, Romain Salza. Merci, Eric Théolade. Merci. On vous retrouve très bientôt sur une autre casquette, certainement une casquette musicale, puisqu'on va parler des 41 ans de Blackwood. Voilà, puisque vous faites partie de cette magnifique formation musicale qui aime le reggae, qui diffuse du bon reggae. Demain, nous parlerons vous savez, des factures d'électricité, comment la maîtriser, comment mieux comprendre les taxes et autres, avec notre invité qui sera avec nous demain. Comprendre la facture d'électricité, vous allez pouvoir encore une fois interroger nos invités au 31 90 00. Aujourd'hui, quel est le sujet ? Alors, le sujet est à mon image. En fait, ce sera un sujet haut en couleurs. Ah, d'accord, très bien. On va parler de palettes, on va parler d'art. Posez la question, pourquoi autant de couleurs, voilà. Oui, c'est parce que je suis dans le thème, en fait. Aujourd'hui, on met des couleurs dans vos vies. Très bien. Eh bien, merci. Excellente journée à vous. Et quant à nous, on se retrouve demain matin, bien sûr, déjà pour le Mayuri Info, le Mayuri Causé. Et ensuite, le rendez-vous avec notre invité pour parler de la maîtrise de sa consommation d'électricité. Comment mieux comprendre sa facture. Rendez-vous demain. On termine en musique.